Bien. Alors, le sujet dont on va s'occuper, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler et qu'on fréquente un peu les mathématiques. Et puis, on s'en occupe quand même pas trop. Bon, pour des raisons qu'on pourrait discuter. Une des raisons, à mon avis, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'on a affaire vraiment à, quand on dit tel énoncé n'est ni prouvable ni infirmable, on n'a pas l'impression qu'on a affaire à un véritable énoncé de mathématiques. Ça paraît un peu vague, et en fait on ne sait pas exactement bien formuler la chose, on a l'impression qu'on est à l'extérieur des mathématiques. Alors, au fond, ce que je voudrais essentiellement faire, c'est vous donner des éléments qui permettent de formuler cette question et puis des questions qui sont liées à celle-là dans des termes qui soient satisfaisants pour un mathématicien, c'est-à-dire sous forme d'un énoncé précis, parlant d'objets précis et qui soit un véritable théorème de mathématiques. Au fond, c'est de faire de quelque chose qui nous paraît être extra-mathématique ou méta-mathématique un objet qui devienne mathématique et à propos duquel on peut donner des énoncés précis. C'est ce qu'on va essayer de faire. Au fond, la logique, elle fait ça. La logique mathématique, depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis 150 ans, une discipline jeune, la logique mathématique, eh bien, au fond, ce qu'elle fait, c'est exactement ça, c'est de faire des mathématiques un objet mathématique, c'est-à-dire de pouvoir dire des choses et énoncer des théorèmes à propos d'objets qui sont les mathématiques elles-mêmes. Bon, c'est un peu vite dit, bien sûr, mais enfin, c'est quand même à peu près ça. Alors, pour ça, et avant d'en arriver là, on va partir de choses qui sont tout à fait terre à terre, et qui sont des mathématiques tout à fait ordinaires. Et donc, on va parler de groupes. Bon, j'ai fait l'hypothèse, il me semble raisonnable que nous savons tous ce que c'est qu'un groupe. Et d'ailleurs, vous allez me dire ce que c'est qu'un groupe. Qui me dit ce que c'est qu'un groupe? Associatif, élément neutre, élément symétrique. Oui, ça c'est une suite de mots. Si vous pouviez les lier et en faire une phrase, ce serait bien. Ah, un ensemble du doigt, donc si tu composes des éléments du reste dans cet ensemble. Très bien, on est d'accord. Donc. Vous êtes tous d'accord avec ça? Qui vérifie les trois propriétés suivantes. Vous serez d'accord quand je vous aurai montré les propriétés. Vous ne serez pas d'accord avant. Alors je vous les montre. Bon, s'il y en a à qui ça ne plaît pas, vous avez le droit de protester, bien entendu. Enfin, je pense que ça devrait faire l'objet d'un consensus raisonnable. Hein, d'accord? Donc, un groupe, c'est quelque chose qui vérifie ces trois propriétés. Bien. Alors, ces propriétés, je les ai écrites ici d'une façon un peu formelle, avec des symboles, et je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur le langage dans lequel elles sont écrites. Mais d'abord, comme chacun de nous a un groupe favori, vous allez me dire quel est votre groupe favori. Ton groupe favori, Richard? C'est le groupe des adhérents de la PLE. Bonne réponse. Autre proposition? Très bien. Alors sinon... Oui, d'accord. Voilà, bon, il y a quelques groupes comme ça. Bien, alors maintenant on vient aux exemples sérieux. Donc il y avait Z sur Z, puis il y a Z. Donc c'est toujours attribué à un ensemble, une opération binaire et un élément distingué. Et ça fait, si ça obéit aux trois règles qu'on a données, ça fait un groupe. Là c'est les groupes des matrices inversibles, carré de 2 inversibles à coefficient réel. Voilà, et puis bon, il y avait Z sur 2Z, voilà, chacun a un groupe. Alors, revenons donc, puis il y a le groupe trivial, un élément, et puis composé avec lui-même, il donne lui-même, la table d'opération n'est pas compliquée. Voilà. Alors, donc, ça, ce sont les trois propriétés. On appelle ça les axiomes de la théorie du groupe. Et en fait, une théorie, ça n'est rien d'autre que un certain nombre d'axiomes, un ensemble d'axiomes. Pour moi, une théorie, c'est un ensemble d'axiomes. Alors, ce qui m'intéresse, c'est comment sont écrits ces axiomes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va faire un petit inventaire de quoi on se sert
pour écrire les axiomes de groupe, tout est apparent sur ce qui est écrit en vert. On a d'abord des variables, c'est indispensable, x, y, z. Ensuite, on a des connecteurs logiques, connecteurs binaires, et unaires, non unaires, et ou impliqués équivalents. Bon, on pourrait en mettre d'autres, évidemment. Ensuite, on a les quantificateurs. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les parenthèses, merci. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? L'opération. Ah bah non, j'ai inversé, bon d'accord. Ok, et puis j'ai encore oublié une dernière chose. C'est le symbole pour désigner l'élément distingué, le symbole qu'on appelle un symbole de constante. Voilà. Bon. Je ne vais pas insister plus que ça, mon but c'est absolument pas d'étudier ce que c'est qu'un langage. Bon. Un langage comme ça, on appelle ça un langage du premier ordre, parce qu'on se fixe une contrainte. C'est qu'on ne quantifie que sur les éléments de l'ensemble du domaine auquel on va s'intéresser, dans lequel on va se demander si la propriété est vraie ou non. Donc on n'a pas le droit de quantifier sur les objets extérieurs, et on n'a pas le droit, c'est une contrainte qu'on se fixe, hein, c'est quelque chose qu'on impose, pour des raisons sur lesquelles je n'attarderai pas, je ne rentrerai pas. Et donc ça empêche de dire certaines choses. C'est-à-dire, je ne peux pas dire, par exemple, le groupe est cyclique. Pourquoi je ne peux pas dire, avec ce langage-là et avec la contrainte que je me suis fixée, le groupe est cyclique? Parce que pour dire le groupe est cyclique, il faut dire des choses du genre, il y a un entier, n, tel que, hein, par exemple, tel que x puissance n est égal à l'élément neutre. Donc, il y a un entier n, ça c'est il existe n, mais comme n, c'est un entier, c'est un objet extérieur au groupe, ça ne marche pas. Donc on quitte le premier ordre. C'est pour ça qu'on dit premier ordre, c'est parce qu'on ne quantifie que sur les variables, sur les éléments, sur les variables qui désignent les éléments du groupe. De la même façon, on ne peut pas dire le groupe est simple. Un groupe simple, c'est un groupe qui n'a comme sous-groupe normaux que le sous-groupe trivial et lui-même. Bon, peu importe. Voilà. Alors, voici une autre proposition, à part les trois axiomes qu'on a vus. Alors, je vous laisse l'examiner et vous allez me dire ce qu'elle raconte. Bien. Au bout d'un temps fini, vous allez comprendre ce qu'elle dit. Elle dit quel que soit U, quel que soit V, si quelque chose et si quelque chose, alors U égale V. Alors, il ne reste plus qu'à comprendre le quelque chose. Voilà. Elle dit, la première parenthèse à gauche du et, ça dit exactement U est élément neutre. La deuxième parenthèse, ça dit V est élément neutre. Et donc elle dit, quel que soit U, quel que soit V, si U est élément neutre et si V est élément neutre, alors U égale V. Donc elle exprime tout simplement l'unicité de l'élément neutre. D'accord? Voilà. Comme vous savez, quand j'ai un groupe, ça c'est vrai. Ah oui. Donc c'est une conséquence des axiomes. On dit que c'est un théorème de la théorie des groupes. Alors, un théorème de la théorie des groupes, c'est-à-dire quelque chose qui est vrai dans n'importe quel groupe. C'est-à-dire toute structure qui vérifie les trois axiomes initiaux est obligée de vérifier aussi ça. D'accord? Donc on a affaire à une conséquence, à un théorème de la théorie. Bien. Alors maintenant, est-ce qu'on peut trouver une proposition qui n'est pas un théorème de la théorie? Alors, quand cette question vient immédiatement après l'affirmation de voilà un théorème de la théorie, si je veux quelque chose qui ne soit pas un théorème, c'est pas très dur, vous prenez ce que vous venez de dire et vous prenez la négation. Donc, voilà. Vous prenez la négation de la proposition. Donc, vous prenez la proposition qui dit il y a au moins deux éléments neutres distincts, et bien là, évidemment, ça ne sera pas un théorème de la théorie. Oui, mais je suis un peu plus exigeant, je voudrais une proposition qui n'est pas une conséquence, mais sa négation non plus n'est pas une conséquence. Autrement dit, ce que je voudrais, c'est une proposition qui soit vraie dans certains groupes et fausse dans d'autres groupes. Alors, est-ce que vous avez... Pardon? La commutativité. D'accord? Voilà. En fait, on s'était mis d'accord. Ok, donc ça, c'est une propriété qui est vraie dans certains groupes et qui est fausse dans d'autres.
Bon, alors je vais ajouter cette proposition qui affirme la commutativité aux 3 de tout à l'heure, et j'obtiens une nouvelle théorie que j'appelle la théorie des groupes abéliens, qui comporte les 3 axiomes de tout à l'heure plus sud. D'accord? Et maintenant, on va jouer, on continue. Est-ce que je peux trouver une proposition, écrite toujours dans ce langage, qui soit pas un théorème de la théorie des groupes abéliens, c'est-à-dire, et sa négation non plus, c'est-à-dire qu'il soit vrai dans certains groupes abéliens et fausse dans d'autres groupes abéliens? Est-ce que vous avez une idée? Oui, difficile non plus. X fois X égale E. X fois X égale E, par exemple, d'accord? Bon, ça me va. Alors, j'aimerais bien une quantification sur X. Bon, à part ça. Un élément est inversible. Qu'est-ce que tu entends par un élément est inversible? Fait qu'il est son propre inverse. Ah, c'est ce qu'il a dit. Pour tout X, X étoile X égale 2. D'accord. Bon, c'est possible, donc on peut trouver ça, on peut trouver des propositions qui sont vraies dans des groupes et fausses dans d'autres. Bien. Alors, un peu de terminologie. Alors, on s'arrête un petit moment et on va juste fixer un certain nombre de termes. Bon, alors d'abord une structure dans laquelle tous les axiomes d'une théorie que je me suis donnée sont vrais, j'appelle ça un modèle de la théorie. Je vais dire par exemple que Z avec l'addition et 0, c'est un modèle de la théorie des groupes abéliens. Et que N avec l'addition et 0 n'est pas un modèle de la théorie des groupes abéliens. Puisque, comme vous savez, il n'y a pas de symétrie. Bon, et alors, définition importante, quand j'ai une proposition qui est vraie dans certains modèles et fausse dans d'autres, je dis que la théorie est incomplète. Et une telle proposition qui est vraie dans certains modèles de la théorie et fausse dans d'autres, ça s'appelle une proposition indépendante de la théorie. Par exemple, la commutativité est indépendante de la théorie des groupes, les 3 axiomes initiaux. Puisqu'il y a des endroits où c'est vrai et il y a des endroits où c'est faux. D'accord? Des groupes où c'est vrai et des groupes où c'est faux. Bon, et alors, lorsque la théorie est incomplète, je trouve donc une proposition indépendante. Le signe qu'une théorie est incomplète, c'est l'existence d'au moins une proposition indépendante. D'accord? Bon. Alors, donc on a vu que la théorie... On a vu quoi? Que la théorie des groupes est incomplète, ça c'est ce que je viens de rappeler. On a vu aussi que la théorie des groupes abéliens est incomplète, avec un exemple, là aussi j'avais acheté son exemple à l'avance. Hein? Alors ça c'est vrai dans Z sur 2Z et c'est faux dans Z, par exemple. D'accord? Donc la théorie des groupes abéliens est incomplète. Donc le jeu auquel je suis en train de vouloir vous faire jouer, c'est le suivant. J'ai une théorie incomplète, et ayant une théorie incomplète, pourquoi elle est incomplète? C'est en général, enfin pas en général, par définition, elle est incomplète, c'est la faute à une proposition qui est indépendante, c'est-à-dire qui est vraie dans certains groupes. Bon, alors le jeu, c'est, je rajoute cette proposition, qui était la coupable en quelque sorte, et j'obtiens une nouvelle théorie, et je me demande, est-ce que cette nouvelle théorie est complète ou non? D'accord? Alors, évidemment, j'ai toujours au moins 2 choix possibles, ou bien je rajoute la coupable, ou bien sa négation. Bon, donc il y a 2 voies possibles. Et alors évidemment, je vais être un tout petit peu directif et je vais vous amener où je veux vous amener. Je ne vais pas vous laisser jouer tout seul. D'accord? Donc on va continuer. Donc j'avais comme contre-exemple là le fait que tout élément est d'ordre 2. Bon. Alors je vais décider d'interdire la présence d'éléments d'ordre 2, mais du même coup, si je me contente de ça, on va me dire oui, mais il pourrait y avoir des éléments d'ordre 3. Je vais interdire qu'il y ait des éléments d'ordre fini. Donc je vais interdire ça. Et là, je vous demande un petit instant d'attention, parce que je vais écrire une infinité de nouvelles propositions. C'est-à-dire que pour chaque entier n, je vais écrire une proposition hn, qui va dire il n'y a pas d'élément d'ordre n, c'est-à-dire d'élément non trivial d'ordre n. Pour tout x, autre que l'élément neutre, eh bien, x élevé à la puissance n est différent de 2. Alors, attention, nous, si je fais un cours de théorie des groupes, et que j'explique ce que c'est qu'un groupe où il n'y a pas d'élément d'ordre fini, je vais probablement écrire quelque chose comme ça. Je vais écrire
D'accord? Bon. Et d'un seul coup, j'aurais dit ce que je veux dire, j'aurais affirmé ce que je veux, c'est-à-dire l'interdiction de l'existence d'éléments d'ordre fini. Mais ça ne va pas, parce que, pourquoi ça ne va pas? Ça ne va pas à cause de ça. Je n'ai pas le droit, dans la contrainte que je me suis fixée, qui est une décision autoritaire de ma part, que vous n'avez pas le droit de discuter du tout. Bon, eh bien, je n'ai pas le droit à ça. Donc, mais je m'en tire en remplaçant cette unique proposition par une infinité de propositions. J'ai absolument pas peur de regarder des théories infinies. Donc, je balance tout un paquet, qui est nombrable quand même, de propositions à chaîne, et je rajoute ça, et j'obtiens ce qu'on appelle la théorie des groupes abéliens sans torsion. Alors, parce que les éléments d'ordre fini, ça s'appelle les éléments de torsion, puisque on arrive, ça se mord la queue après répétition. Donc j'ai une nouvelle théorie, la théorie des groupes abéliens sans torsion, et je continue le jeu, c'est-à-dire, ah ben non, d'abord je regarde des modèles de la théorie, et des pas modèles. Vous êtes d'accord que groupe abélien sans torsion, les entiers relatifs, les réels justement positifs avec la multiplication, et puis, bon, z sur 2z, évidemment, ça a des éléments de torsion, tous les éléments de torsion. R étoile, si j'autorise des réels négatifs, j'ai introduit de la torsion, pourquoi? Parce que moins 1 au carré égale 1, donc ça ne va pas. Bon, et puis, les matrices inversibles à coefficient réel, pourquoi ça ne marche pas? Non, coefficient réel. Moins l'identité donne l'identité. Oui, c'est une raison suffisante. Mais il y a une autre raison un peu plus majeure que ça. Non, mais attendez, il y a un truc qui est beaucoup plus, qui arrête immédiatement. C'est pas commutatif, c'est tout. Voilà. Ok. D'accord. Bien, alors voilà. Donc maintenant, je vous pose la question à laquelle vous commencez à être habitué, c'est-à-dire, est-ce que c'est incomplet ou non? Autrement dit, est-ce que je peux trouver une proposition qui est vraie dans certains groupes abéliens sans torsion et fausse dans d'autres groupes abéliens sans torsion? Et la réponse est oui. Bon, et vous proposez quoi? Et vous? Alors, je dis oui aussi, et je vous propose ça. Parce que le groupe trivial, il est sans torsion, évidemment. Parce que pour être de torsion, il faut qu'il existe un élément non trivial qui a une puissance égale à l'identité, enfin un élément 2. Alors, évidemment, c'est pas possible là-dedans. Donc le groupe trivial, évidemment, est un groupe abélien sans torsion. Alors, je ne vais pas me laisser impressionner par ce contre-exemple, et je vais juste immédiatement modifier ma théorie en exigeant, en écartant ce groupe-là. Donc je prends, j'ajoute l'axiome, il existe x différent de E. Et cet axiome-là, ajouté aux autres, ça me donne la théorie des groupes abéliens sans torsion infinie. Pourquoi infini? Parce que les groupes sans torsion, à part le cas du groupe trivial, sont tous forcément infinis, parce que dès que vous avez quelqu'un, vous regardez la suite de toutes ces puissances, et ben vous avez un sous-groupe infini. Évidemment. Parce que sinon, ça se mordrait la queue quelque part, et en simplifiant, vous arriveriez à une puissance non nulle qui serait égale à l'identité. Bien. Donc voilà, groupe abélien sans torsion infinie, et évidemment, je pose encore la question, est-ce que c'est complet ou pas complet? Alors, pour y répondre, alors évidemment, la façon d'y répondre, c'est de se dire, voyons, passons en revue quelques modèles de la théorie et regardons si on est capable de voir une différence entre eux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme modèle de cette théorie? Ben, je vous en propose deux. Les entiers relatifs et les rationnels, avec l'addition de modèles tout à fait familiers à tout le monde. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose qui est vrai dans l'un et pas dans l'autre? Alors, attention, hein. Je parle de quelque chose qui s'exprime uniquement dans le langage utilisant l'addition et le zéro, et rien d'autre. Il ne faut pas me dire, par exemple, dans Q, tout élément est inversible pour la multiplication, tout élément non nul est inversible. Hein, ça ne s'exprime pas dans ce langage.
Donc ça ne m'intéresse pas. Je veux une propriété exprimable uniquement avec l'addition qui permette de distinguer ces deux individus. Est-ce que vous en voyez une? Est-ce qu'un élément est un suivant? Ça veut dire quoi? Est-ce que... Il y a quelque chose que je peux faire avec les rationnels et que je ne peux pas faire avec les entiers relatifs. Oui, mais entre deux, ça fait une notion d'ordre que je n'ai pas là. Donc, voilà. Mais peut-être on peut, en pensant à ça autrement, on peut essayer de pousser cette idée-là. Le fait qu'entre deux, comment on prouve au fond qu'entre deux rationnels, je peux toujours en loger un? Oui, mais si un élève te dit, pourquoi est-ce que... Prouvez-moi. Oui. La différence, elle est strictement supérieure. Non, mais comment est-ce que vous allez convaincre un élève dans 40 ans, quand il sera en niveau question de lycée, comment est-ce que vous allez convaincre un élève qu'entre deux rationnels... Oui. Ah non, ça c'est vrai aussi pour les entiers relatifs. Il n'y a pas de positif négatif encore. Le milieu. Ah, voilà une idée qu'elle est bonne. C'est quoi le milieu? C'est la demi-somme. Ah, c'est la demi-somme. C'est quoi la demi-somme? Il y a quelque chose que je sais faire dans les rationnels et que je ne sais pas faire dans les relatifs, c'est couper un élément en deux morceaux égaux. Il existe un élément qu'on peut ajouter au premier qui donne un quatrième élément et on rajoute le quatrième et ça, on arrive au deuxième. Je pense que l'idée, mais ça c'est une expression de façon un peu compliquée. Alors, moi je dis tout simplement, pour tout x, je peux écrire x sous la forme y plus y. Voilà. Donc la proposition, pour tout x, il existe y tel que x égale y étoile y. Et bien cette proposition est vraie dans les rationnels, parce que je peux diviser n'importe quel rationnel par 2. Et elle n'est pas vraie dans Z, parce qu'avec les nombres à faire, vous n'y arriverez pas. D'accord? Donc voilà, j'ai trouvé une proposition qui est vraie dans le modèle de droite et qui est fausse dans le modèle de gauche. Et donc, la réponse à ma question, c'est la théorie des groupes abéliens sans torsion infinie n'est pas complète à cause de ça. Bon. Alors évidemment, dans Q, non seulement on peut diviser par 2, et on peut aussi diviser par 3, par 4, par 5, etc. Voilà. Et donc, je vais balancer encore une infinité de propositions qui disent, voilà, pour tout, la proposition D indice n dit pour tout x, il existe y, tel que y puissance n égale x. Y puissance n, c'est une abréviation pour y et tout autre. Bien. Eh bien, les groupes abéliens qui ont cette propriété, ça s'appelle des groupes abéliens divisibles. Ça va beaucoup surprendre comme appellation, mais c'est comme ça. Voilà, ça s'appelle les groupes divisibles. Voilà. Et bien donc Q avec l'addition et 0, c'est un groupe divisible. Et Z, c'est pas un groupe divisible. Voilà. Et donc j'ai une nouvelle théorie qui est la théorie des groupes abéliens divisibles sans torsion infinie, parce que le groupe trivial, lui, il est sans torsion, il est divisible, voilà, mais il est divisible. Donc si j'ajoute la condition de ne pas être trivial, là j'obtiens les groupes abéliens divisibles sans tension infinie, et évidemment je continue le jeu et je vous demande si cette théorie est incomplète. Autrement dit, est-ce que vous pouvez trouver une proposition qui est vraie? Alors qu'est-ce qu'on connaît comme modèle de ça? Excuse-moi, tu dis, je vous demande de trouver cette théorie est incomplète, je vous demande de trouver une proposition. Qu'est-ce qui prouve qu'on est capable de trouver cette proposition? Je vous demande si vous pouvez m'en proposer une seule. En tout cas, la question se pose. Donc la question, c'est une question mathématique précise. Et existe-t-il une proposition de la théorie qui soit vraie dans certains des modèles et fausse dans d'autres? Si tu rajoutes cette dernière chose, quelle dernière chose? La dernière action. Ça y est, j'ai l'ajoute. Est-ce que ça rend pas possible de démontrer que le groupe est infini?
À ce moment-là, le fait que c'est infini serait... Ah non, non, ça, non. Non, si tu prends le groupe trivial, il satisfait tous les axiomes sauf le dernier. Le groupe a un élément, satisfait tous les axiomes qui sont là, y compris les axiomes de divisibilité, Sauf le dernier. sauf le fait qu'il existe un élément non trivial. Donc je suis obligé de dire, non, ça satisfait tout le reste. C'est-à-dire, le groupe trivial, il est abélien, il est divisible, il est sans torsion. Et voilà, il est trivial. Voilà. Donc, pour l'éliminer, je dis, voilà. Donc, j'ai une nouvelle théorie, et je pose, et j'examine peut-être des modèles. Alors, qu'est-ce que vous avez comme modèle? On en avait un tout à l'heure, R plus étoile, d'accord, mais aussi l'addition sur R, l'addition sur C, etc. Voilà, des modèles. Et donc, question, trouver prouver éventuellement s'il en existe, ou alors prouver qu'il n'en existe pas. Bon, alors c'est dommage que les ateliers durent un temps fini. J'aurais pris plaisir à vous voir chercher désespérément, mais non, mais vous n'y arriverez pas, parce que là, la fin du jeu. La fin du jeu, c'est qu'elle est complète. Alors, cette théorie est complète. Seulement, je pense que vous vous rendez immédiatement compte que prouver qu'une théorie est complète, c'est une autre paire de manches que prouver qu'elle est incomplète. Parce que prouver qu'elle est incomplète, il suffit d'avoir la chance de tomber sur sur une proposition qui va permettre de distinguer le modèle. Bon. Mais prouver qu'elle est complète, ça, a priori... comment dans le cas fini, qu'est-ce qui est facile? Attends, non. Que qui est complète? Tu veux dire si j'enlève le dernier? Non, si c'était des groupes. Oui, mais les groupes finis, ils ne sont pas divisibles, ils sont de torsion. Non, mais je veux dire de manière générale, si on a affaire à des choses finies, est-ce que c'est plus facile de montrer que c'est complet ou de faire c'est non, c'est pas sûr. Non, je suis pas sûr. Parce que je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est pas sûr. Bon, ok. Donc voilà. C'est complet. Alors, je n'ai pas le temps de vous donner de démonstration pourquoi c'est complet. La raison profonde pour laquelle cette théorie est complète, c'est que cette théorie n'a qu'un seul modèle à isomorphisme près en bijection avec les réels. C'est-à-dire que les réels, avec l'addition est 0, c'est l'unique modèle à isomorphisme près qui est la cardinalité de R. C'est que quand vous prenez un groupe abélien divisible sans torsion infini qui a même cardinal que R, qui peut être mis en bijection avec R, alors il est isomorphe au groupe R plus 0. Et on a ce résultat surprenant parce que en bijection avec R, il y a C par exemple. Non, Q n'est pas en bijection avec R. Alors, Q, l'ensemble est rationnel et dénombrable, R ne l'est pas. Non, en revanche, C, lui, a même cardinal que R. C est en bijection avec R. Et donc, vous avez ce résultat qui peut être un peu surprenant. C'est que le groupe additif des réels et le groupe additif des complexes sont isomorphes. Ça semble, a priori, ça pourrait sembler bizarre. Alors, ne comptez pas sur moi pour vous montrer un isomorphisme. Parce que c'est... Voilà. Je ne vous en montrerai pas. Mais en fait, ces groupes-là sont effectivement isomorphes. Et c'est parce qu'il y a un seul modèle à isomorphisme près dans une cardinalité donnée infinie qu'on peut en déduire par un théorème de logique que la théorie est complète. Enfin, on ne va pas aller plus loin. Mon but, c'était surtout de vous faire comprendre ce que c'est qu'une théorie complète. Je vous donne rapidement un autre exemple avec les ensembles ordonnés. Cette fois, je change de langage, j'oublie les groupes. Et donc le langage, alors il y a la partie, disons, immuable, les variables, les connecteurs, les multiplicateurs, les parenthèses, le symbole d'égalité, et puis ce qui change, c'est les symboles pour désigner les opérations ou les relations. Ici, on n'a plus d'opération binaire, on a une relation binaire à qui on va demander d'être une relation d'ordre. Donc les axiomes d'ordre, voilà, les flexibilités, transitivité, antisymétrie. Bon, un petit conseil en passant, qui ne sert à rien parce que plus personne n'enseigne jamais ce que c'est qu'une relation d'ordre à qui que ce soit, mais enfin, c'est quand même une notion extrêmement utile en mathématiques. C'est juste un conseil pédagogique. L'antisymétrie. L'antisymétrie, vous voyez, je l'ai écrite d'une façon qui est peut-être inhabituelle, parce qu'habituellement, pour l'antisymétrie, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit pour tout x, pour tout y, x, r, y et y, r, x implique x égale y.
chose qu'un étudiant ne comprend pas en général. Implique non YRX, eh bien c'est plus facile à comprendre. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais je vous assure que sous cette forme-là, ça passe beaucoup mieux que l'autre forme, mais elles sont équivalentes, bien entendu, c'est la même chose. Voilà. Donc voilà les axiomes d'ensemble ordonné. Bon, évidemment, évidemment, c'est pas complet. Par exemple, l'ordre peut être total ou pas total. Il peut y avoir un petit élément ou pas y en avoir. Il peut y avoir densité ou pas, etc. Alors, je voudrais vous faire jouer au même jeu que tout à l'heure, mais on n'a pas le temps, donc je vous donne le résultat. Un résultat, c'est que voici une théorie complète. C'est la théorie des ensembles totalement ordonnés denses, sans plus petit élément et sans plus grand élément. Dont un modèle, c'est par exemple l'ordre sur les réels ou sur les rationnels, etc. Et là, la raison, c'est que tous les modèles dénombrables sont isomorphes. Quand vous avez un ordre, un ensemble totalement ordonné dense, sans plus petit élément, sans plus grand élément, et s'il est dénombrable, alors il est isomorphe à Q muni de son ordre habituel. Bon, voilà. J'ai pas le temps d'aller plus. Enfin, c'est pour vous donner un autre exemple de théorie complète, et bon, on démontre ça, ce sont de jolies démonstrations. Les logiciens ne font pas que des inepties, ils font aussi de temps en temps des choses qui sont intéressantes, voire jolies. Bien. Alors, on a encore un exemple de théorie complète, et puis maintenant on va passer... oui, un commentaire sur le fait que cette théorie est complète. Le fait que cette théorie est complète prouve que ces deux modèles de la théorie, vous ne pouvez pas les distinguer. Il n'y a pas de proposition qui va être vraie dans l'un ou dans l'autre. Mais vous connaissez parfaitement une propriété de l'ordre qui est vraie dans l'un et fausse dans l'autre. C'est ce qu'on appelle l'axiome de la bande supérieure. C'est l'axiome de... Oui, la propriété de la bande supérieure. C'est-à-dire, dans R, toute partie non vide majorée admet une bande supérieure, et vous savez très bien que ça... Enfin, c'est pour ça qu'on a construit d'une certaine façon. Et c'est faux dans Q. On est dans Q, l'ensemble des rationnels positifs dont le carré est strictement Q2, eh bien... une partie qui est majorée mais qui n'a pas de bande supérieure. La seule bande supérieure possible, ce serait un 6-2 qui n'est pas. Voilà. Et donc, tout ce que ça me dit, c'est que les contraintes de langage que je me suis fixées, eh bien, elles restreignent sérieusement le pouvoir d'expression du langage. Je ne peux pas dire tout ce que j'ai envie de dire. Et il y a des choses que je vois avec mes yeux à moi que je ne peux pas exprimer dans ce langage. Et la propriété de la bande supérieure, on voit bien quand je dis la propriété de la bande supérieure, c'est quelle que soit la partie non vide majorée. Donc je quantifie sur les parties et non plus sur les éléments. Donc je quitte le premier ordre. Seulement, habituellement, ça ne suffit pas de dire ça, parce qu'on pourrait se dire, peut-être qu'il y a un moyen détourné de dire la même chose en quantifiant sur les éléments. Mais là, la réponse est sûrement non, puisque j'ai ce résultat, c'est que la théorie est complète, donc je ne trouverai jamais une propriété du premier ordre qui soit vraie dans Q et fausse dans R. Bon. Voilà, je n'en dis pas plus, et j'en viens à une question qui est au fond assez naturelle. Est-ce qu'on peut toujours gagner à ce jeu? Autrement dit, est-ce que quand je pars d'une théorie quelconque, incomplète, et que je m'amuse à rajouter à chaque fois qu'il se présente des axiomes pour, qui empêchaient la théorie d'être complète, est-ce que je vais arriver à obtenir une théorie complète? Alors ça, c'est une question qui est naturelle, mais qui est difficile. Et la réponse, c'est oui et non. La réponse, c'est si on veut un prolongement raisonnable de la théorie, je m'expliquerai tout à l'heure sur ce que veut dire raisonnable, c'est non. Mais si on accepte n'importe quoi comme extension, c'est oui. C'est-à-dire, on peut toujours, en coup d'axiome de Zorn, finir par... trouver une théorie qui va contenir ma théorie, sauf qu'on ne saura absolument pas quoi en faire, on ne saura pas la décrire, l'ensemble d'axiomes ne sera pas récursif. Enfin, je reviendrai là-dessus éventuellement tout à l'heure. En tout cas, c'est une question compliquée. Mais là, évidemment, j'ai choisi des exemples où les deux allaient au bout de façon raisonnable. Bien. Vous vous dites, mais on n'était pas, il est en train de se foutre de nous, parce que nous, on n'est pas venus ici pour entendre parler de ces conneries-là.
venez ici pour entendre parler de propositions qu'on ne peut pas démontrer ni réfuter. Eh bien justement, question, est-ce que les maths sont... Alors ça, c'est tout à fait redoutable, effectivement, parce que pour que cette question soit rattachée à tout ce qui précède, quelle est la condition? Ben, la condition, c'est de pouvoir présenter les mathématiques comme une théorie, de la même façon qu'on présente la théorie des groupes, la théorie des ensembles ordonnés, etc. Ben, c'est ce qu'on fait, effectivement, et c'est la bonne façon de procéder. Et donc il faut dire un mot, et ça va être la transition avec le sujet proprement dit. On a des logiciens, à la suite des travaux de Cantor, donc au début du XXe siècle, et bien, ils ont élaboré un cadre dans lequel on pouvait formaliser les mathématiques, et c'est la théorie des ensembles. Et qui dit théorie dit à la fois axiome et modèle. Donc il faut s'habituer et il faut accepter, ce qui n'est pas facile. Il y a des gens qui sont tout à fait récalcitrants à ça, qui ne veulent pas admettre la notion de modèle de la théorie des ensembles. Parce que admettre la notion de modèle de la théorie des ensembles, c'est admettre la pluralité des mondes mathématiques. Il n'y a pas un seul monde mathématique. Ça, c'est une idée tout à fait fondamentale, à mes yeux en tout cas. Et ça aide à comprendre beaucoup de choses. Et ça aide en particulier à comprendre les questions qui sont dans le titre de cet exposé. Il n'y a pas un unique monde mathématique, il y en a plusieurs. Plus précisément, pour ne pas dire de bêtises, s'il y en a un, alors il y en a plusieurs. Le fait qu'il y en ait un, c'est une question également redoutable. Bon. S'il y en a un, il y en a plusieurs. Et cette idée que, de même qu'il y a plusieurs groupes, qu'il y a plusieurs groupes abéliens, qu'il y a plusieurs groupes abéliens sans torsion, etc., eh bien, il y a plusieurs univers mathématiques. On va préciser ce que c'est le temps qui nous reste. D'accord? Et alors ça, c'est une idée tout à fait importante. Et du coup, ça donne un sens précis à la notion « est-ce que c'est complet ?» Est-ce que c'est complet? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des propositions? Alors, il faudra préciser le langage, on n'a pas encore fait tout ça, mais la question va être, est-ce qu'il y a des propositions indépendante de la théorie des ensembles? La réponse sera oui. Dans la discussion qu'on a, on a discuté ce qui était vrai et faux, et tu as parlé de logique mathématique. Oui. Donc, de la même manière, est-ce qu'il y a une logique mathématique ou des logiques, et donc des modèles de logique? Donc, les discussions pourraient être vraies ici et fausses ailleurs. Peut-être, mais bon, pour moi, il y a un cadre, une logique que j'expose là, et je m'en tiens à une. On peut très bien, il y a des gens qui pourraient en envisager d'autres, bien sûr, il y a la possibilité, mais si on veut faire quelque chose d'efficace, il faut toujours être dans un cadre donné. Bon. Le cadre que je propose, c'est ce qu'on appelle le calcul des prédicats du premier ordre, c'est-à-dire les langages, les axiomes, les modèles. Voilà, c'est ce cadre-là qui a quand même fait ses preuves. Il fonctionne assez bien. Hein, même s'il y a les résultats négatifs de Gödel dont on a parlé tout à l'heure, c'est quand même assez satisfaisant. Ça permet de reconstituer toutes les mathématiques à des petits détails près. Seulement à des petits détails. Bon, donc, on va avancer. Donc, ce qui est d'une certaine façon assez surprenant et même stupéfiant, à mon avis, c'est que on peut formaliser toutes les mathématiques dans un langage extrêmement simple, du premier ordre, qui comporte juste les symboles habituels, parenthèses, variables, blablabla, et uniquement deux symboles, l'égalité et un symbole de relation binaire qui va décrire la relation d'appartenance. Alors il faut voir que l'idée qu'il faut admettre, c'est qu'il va y avoir un seul type d'objet mathématique. C'était ça la grande innovation, la grande idée de la théorie des ensembles, c'est de considérer tous les objets mathématiques comme des ensembles. Et donc quand j'écris X appartient à Y, X et Y sont deux ensembles. Et epsilon appartient à une relation binaire entre ces objets. Alors c'est extrêmement efficace, ça a été historiquement un résultat très important parce que premièrement, ça a permis des avancées théoriques majeures pour la compréhension des fondements des mathématiques. Et en plus, si vous voulez, ça témoignait d'une certaine façon de l'unité de la science mathématique. Il y avait
une seule sorte d'objet, et quand on faisait de l'arithmétique, de la géométrie, de l'analyse, des probabilités, tout ce que vous voudrez, on s'occupait bien de la même chose, c'est-à-dire d'objets mathématiques. C'était une théorie unifiante. Bon. Tout petit détail, c'est un point de vue qui est complètement catastrophique du point de vue intuitif et pédagogique. C'est complètement contre-intuitif de vouloir supposer que tout est ensemble et que tous les objets qu'on manipule, un triangle, le nombre 1, telle fonction, etc., que tout ça, c'est juste des ensembles qui sont tous, d'une certaine façon, indiscernables. Bon. Pédagogiquement, c'est pas terrible et les preuves ont été faites que c'était pas terrible. Voilà. Bon. Mais ça a eu une efficacité tout à fait importante et ça a permis, encore une fois, des avancées théoriques. Bien. Donc, on écrit des axiomes dans ce langage-là. Il n'y en a pas beaucoup, enfin, il y en a une infinité quand même, mais il n'y en a quand même pas énormément. Et avec ça, on reconstitue, on arrive à reconstituer toutes les notions mathématiques usuelles. On définit les entiers, les réels, les fonctions, enfin, tout marche d'une façon tout à fait spectaculaire. Ça marche très bien, et donc on a un axiome, c'est ce qu'on appelle, je ne l'ai pas marqué là, la théorie des ensembles. Le Zermelo. Okay. C'est essentiellement Zermelo qui a commencé à faire cette axiomatique, et Frankel l'a complété, amélioré par la suite. Bon, et c'est le cadre qui a été accepté, en tout cas pendant tout le XXe siècle, comme le bon cadre pour les mathématiques. Alors, c'est un peu contesté depuis un certain temps, et il y a d'autres points de vue bon, je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là, ça reste encore assez robuste et ça marche. Bien. Alors, donc, dans cette théorie, c'est les dernières lignes là qui sont importantes. Donc, le monde mathématique, c'est un modèle de cette théorie. Et donc, quand il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs mondes mathématiques et il faut se représenter, encore une fois, ces mondes comme voilà, des univers. Alors, je les appelle univers parce que les ensembles, c'est des gens qui habitent dedans. Donc, je ne peux pas appeler à la fois ensemble les objets et puis la patate. Donc, la patate, elle ne s'appelle plus ensemble. Ici, on a l'habitude d'appeler ça univers mathématique. Bon. Et donc, les modèles de la théorie, ce sont des univers et à l'intérieur, il y a les ensembles reliés par la relation d'appartenance et égalité et qui obéissent aux axiomes. Je ne vais pas vous donner la liste des axiomes, je vais vous en donner un. Ce qui est important, encore une fois, c'est d'admettre qu'il peut y en avoir plusieurs. D'accord ? Et donc une proposition indépendante de la théorie des ensembles, c'est une proposition qui va être vraie dans certains univers et fausse dans d'autres. Bien. Alors voici un exemple d'axiome, vous allez l'admirer et comprendre ce qu'il dit. C'est un des axiomes de Zermelo. C'est pas le plus méchant, loin de là. Enfin, ils ne sont pas très méchants. Il y a un groupe d'axiomes qui est méchant, enfin, un paquet d'axiomes qui est méchant, mais ça, c'est pas. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Il existe un sous-ensemble. Bon, il y a quelques mots qui sont adéquats là-dedans. Il existe, il y a sous-ensemble. Alors, essayons de les remettre dans une phrase qui va. Il existe un ensemble des parties. Voyons, on va lire ça. Et il faut apprendre à lire les énoncés. On commence en général à gauche et on avance vers la droite. Non, parce qu'une tendance en particulier de nos étudiants, quand ils ont un truc comme ça sous les yeux, c'est de se dire, bon, ouais, ça c'est des cochonneries, on peut commencer à lire là. Non, il faut commencer. Pour tout X, pour tout ensemble X, pour tout objet X dans l'univers, allons-y, j'en prends un au hasard, voilà, ici. Il existe un ensemble Y, il existe un Y. Okay. Tel que quoi? Tel que pour tout Z, Z est dans Y si et seulement si quelque chose. Donc je suis en train d'écrire une caractérisation des individus qui appartiennent à Y. Donc je vais dire pour un Z, qu'est-ce que ça veut dire? Être dans Y, je suis dans Y si et seulement si et seulement si ça. Et ça dit quoi? Ben,
pour tout t cité dans z, t dans x, donc c'est bien la définition de z est inclus dans x. Et donc, j'ai finalement, ce truc s'écrit, quel que soit x, il existe y, quel que soit z, z est dans y, si et seulement si, z est inclus. Autrement dit, être un élément de y équivaut à être une partie de x. Autrement dit, y est l'ensemble des parties de x. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'axiome de l'ensemble des parties. Et c'est un des axiomes de Sergio-Fouquel. Et il y en a toute une série comme ça. On a un truc qui s'appelle l'axiome de la réunion, qui n'est pas ce que vous croyez. L'axiome de la réunion, il ne dit pas, quand j'ai deux ensembles, j'ai un ensemble qui est leur réunion. Il dit, quand j'ai un ensemble, x, j'ai un ensemble qui est la réunion de tous les éléments de x, éventuellement en nombre infini. Donc c'est une union généralisée. Bon, peu importe. Donc ça, c'est l'axiome de l'ensemble des parties. Il est facile à écrire, il est facile à comprendre, et c'est à peu près le cas. Bon, je ne peux pas du tout m'attarder là-dessus. Il faudrait un autre atelier pour entrer dans le détail des axiomes de la théorie des ensembles. Je n'ai pas le temps de le faire. Bien. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, il pourra, et même il devra exister beaucoup d'univers. Eh bien, ça, c'est quelque chose de tout à fait imprudent. Je n'aurais pas dû dire ça, et encore moins l'écrire. Parce que tout ça, le tout petit problème, c'est qu'on ne sait pas s'il y en a un modèle. La théorie des groupes, on en connaît des modèles, vous m'en avez donné plein d'exemples. La théorie des ensembles, vous ne m'en donnerez pas. Et moi, je ne vous en donnerai pas non plus. Parce qu'on ne sait pas si on était incapable de décrire un modèle de la théorie des ensembles. Alors, quand on fait des mathématiques, on a intérêt à croire qu'il existe un modèle de la théorie des ensembles. Sinon, on peut rentrer en dessous. Et ce n'est pas une hypothèse, de toute façon, ça n'empêche aucun mathématicien de travailler, heureusement. On est soumis au fait que non seulement on est incapable d'exhiber un modèle, mais on sait que c'est irrémédiable. On ne pourra jamais montrer un modèle de la théorie des ensembles. Pourquoi? On ne pourra jamais prouver que la théorie des ensembles est cohérente, elle est un modèle. Ça pourrait être contradictoire, on n'en sait rien. On ne pourra jamais prouver qu'elle est cohérente, mais il est tout à fait possible qu'un jour on prouve qu'elle est contradictoire. Donc, si vous voulez vous engager dans une des deux directions, il vaut mieux essayer de prouver qu'elle est contradictoire. Là, vous avez une petite chance, minime, certes. Mais si vous voulez prouver qu'elle est cohérente, c'est foutu d'avance. Vous n'avez aucune chance. C'est impossible. Tandis que prouver qu'elle est contradictoire, bon, il y a eu des tentatives d'axiomatisation qui se sont vite avérées contradictoires et il a fallu changer l'axiomatique. C'est tout. Voilà. Bien. Alors, j'en viens au théorème de Gödel. Donc, maintenant, les choses ont un sens précis. Quand je dis que la théorie des ensembles est complète, vous comprenez ce que c'est avec tout ce qu'on a raconté depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, dire qu'elle est complète, c'est dire qu'il n'y a pas de proposition indépendante, et Gödel a prouvé qu'elle n'est pas complète. C'est-à-dire qu'il y a des propositions indépendantes, et donc il est impossible... en fait, il a démontré, plus fort que ça, il a démontré qu'on ne peut pas lui ajouter des ensembles pour la rendre complète. C'est-à-dire que le jeu de tout à l'heure ne marchera jamais si on est exigeant. C'est-à-dire si on demande d'avoir une théorie complète raisonnable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une théorie complète raisonnable? Je reviens là-dessus, la question s'est déjà posée tout à l'heure. En gros, c'est une théorie dont on puisse, en gros, énumérer les axiomes. Si vous avez une théorie dont vous ne savez pas du tout comment elle est faite, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, c'est connaître de façon effective les axiomes, c'est-à-dire que les axiomes constituent un ensemble récursif. Bon, là encore, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais enfin, c'est une hypothèse raisonnable. Je veux dire, avoir une théorie dont on n'est pas capable de donner une liste effective des axiomes, c'est sans objet. Intérêt. Parce que si on éliminait cette contrainte, si on voulait n'importe quelle théorie, alors là, c'est toujours possible. Oui, on peut toujours finir par prouver l'existence d'une théorie qui sera complète, mais sauf qu'on ne pourra rien en dire et rien en faire. Donc ça, c'est pas ce qu'on cherche, ça ne nous intéresse pas. Donc le théorème d'incomplétude de Gödel, c'est ça, c'est la théorie des ensembles n'est pas complète. Et qu'est-ce qu'il a fait? Oh là, voilà. Excusez-moi.
Bon, alors, hop. Voilà. Donc, en fait, le théorème de Gödel ne s'applique pas uniquement à la théorie des ensembles, mais à n'importe quelle théorie qui contient les axiomes arithmétiques de Peano, ce qui est le cas de la théorie des ensembles. Les axiomes de Peano, ça se déduit facilement de la théorie des ensembles. Et donc, le théorème de Gödel dit, quand j'ai une théorie récursive cohérente, c'est-à-dire qui n'est pas contradictoire, qui a des modèles, et qui contient l'arithmétique de Peano, alors elle est nécessairement incomplète. Mais il y a le mot récursif. Parce que si vous enlevez récursif, ce théorème devient faux. Bien. Et alors, Gödel a donné un exemple d'une proposition du langage de l'arithmétique. Et c'est une proposition qui est indépendante de la théorie, qu'on ne peut pas prouver ni affirmer. C'est une proposition à la note coH de T parce que, en fait, elle affirme la cohérence de T parce que la théorie, on a codé les axiomes avec des entiers, et donc on obtient une formule de l'arithmétique. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a un exemple sur lequel, si j'ai le temps, je reviendrai tout à l'heure. On a jusqu'à 10 heures. Bon. Ok. On verra. Bon, en tout cas, donc, le résultat, c'est que la théorie des ensembles, en tout cas, n'est pas complète, c'est-à-dire qu'il y a des propositions indépendantes de la théorie. On va en examiner quelques-unes. C'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Donc, bon, on va donner un certain nombre de... Alors, ces propositions indépendantes de la théorie d'ensemble, on a, à tort, mais malheureusement c'est une tendance massive, on appelle ça, on dit souvent que ce sont des propositions indécidables. Indécidables, c'est-à-dire on ne peut pas prouver qu'elles sont vraies, on ne peut pas prouver qu'elles sont fausses. Malheureusement, le mot indécidable est très mal choisi parce que la décidabilité suppose une notion d'effectivité, c'est lié à des questions de récursivité, alors que là, il ne s'agit pas du tout de ça. Évidemment, les choses sont un peu liées, mais il vaut beaucoup mieux dire indépendante qu'indécidable. Donc, voici une proposition qui est indépendante de la théorie, c'est l'axiome de fondation, qui est un axiome qui peut vous paraître un peu bizarre, qui dit, chaque fois que j'ai un ensemble qui n'est pas vide, eh bien, il y a au moins un de ces éléments qui avec l'ensemble lui-même, a une intersection vide. Bon, ça peut paraître saugrenu. En fait, ce que ça fait, ça interdit d'avoir des histoires du genre un ensemble appartient à lui-même, etc. Ce qui n'est pas interdit par les axiomes stricto sensu. C'est-à-dire que les axiomes de Zermelo-Frankel initiaux n'empêchez pas d'avoir A appartient à A. On peut avoir des modèles avec des trucs du genre A appartient à A, et même A égale singleton A égale l'ensemble réduit à A, c'est une notion un peu bizarre, mais ce n'était pas interdit et ça n'apportait pas de contradiction. Voilà. Si on ajoute cet axiome-là, on élimine cette situation qu'on peut considérer comme un peu pathologique. Bon, c'est pas très important. L'usage maintenant, c'est d'incorporer d'office l'axiome de fondation dans le package Zermelo-Frankel. Les axiomes, les modèles où il n'y a pas cet axiome-là, c'est des bizarres. Donc, voilà. Et ça interdit aussi toute suite infinie descendante. C'est-à-dire A1 appartient à A0, A2 appartient à A1, A3 appartient à A2. Bon, en fait, avec l'axiome de fondation, une telle suite stationne nécessairement à un certain moment. C'est-à-dire ça. Bon. C'est-à-dire qu'elle s'arrête à l'ensemble vide. Bon, alors ensuite, voilà, ça c'est plus célèbre, l'hypothèse du continu. L'hypothèse du continu, comme vous savez, c'est le fait que dans R, il n'y a pas de sous-ensemble infini qu'on ne puisse mettre en bijection ni avec R ni avec N. L'hypothèse du continu vous dit, quand vous prenez n'importe quel ensemble de réels infini, ou bien vous pouvez le mettre en bijection avec R, ou bien vous pouvez le mettre en bijection avec N. Ça, c'est une affaire qui a beaucoup tracassé les mathématiciens, qui étaient assez globalement persuadés que c'était vrai, et qui cherchaient à le démontrer, et qui se sont acharnés dessus
dans toute la période au tournant du XXe siècle, autour des années 1900, sans succès, et pour cause sans succès, il n'avait aucune chance d'y arriver, puisque il a été démontré que cette proposition était indépendante des autres axiomes de la théorie des ensembles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au fond qu'on peut imaginer des univers mathématiques où l'hypothèse du continu est vraie, c'est-à-dire où dans R, il n'y a pas de sous-ensemble infini autre que les démontrables et les continus. Et on peut aussi faire des mathématiques dans un monde mathématique où ça c'est faux, c'est-à-dire où il existe des sous-ensembles, et de tels univers ont été construits, effectivement. Bon, il faut... Alors évidemment, les mathématiques qu'on va faire dans l'univers où l'hypothèse du continu est vraie, et les mathématiques qu'on va faire dans l'univers où l'hypothèse du continu est fausse, c'est pas exactement les mêmes. Mais la différence est quand même pas gigantesque, c'est-à-dire que l'endroit où ça va diverger, il est quand même loin. Toutes les mathématiques standards, usuelles, enfin, élémentaires, on les refait de la même façon, je veux dire. C'est vrai dans tous les univers, c'est les conséquences de la théorie des ensembles. Les mathématiques usuelles, la théorie des ensembles a été faite pour ça. Bon. Mais il y a quelques points délicats, du continu, mais c'est encore une fois, c'est des mathématiques un peu raffinées. Voilà. Bon, après, il y a l'axiome du choix. On peut exprimer de plein de façons équivalentes. Je propose celle-là. Je dis pour tout ensemble X, si tous les éléments de X sont des ensembles non vides, il faut toujours penser que je ne raisonne qu'en termes d'ensemble. Les éléments, c'est eux-mêmes des ensembles. Donc j'ai un ensemble, et les éléments de cet ensemble sont tous des ensembles non vides. Et bien à ce moment-là, il existe un ensemble qui a une intersection réduite égale à un singleton, un élément, c'est-à-dire un ensemble dont la trace sur chacun des éléments de X consiste en un seul élément. Autrement dit, cet ensemble dont l'existence est affirmée, qu'est-ce qu'il fait? Il pique. Il sélectionne un élément dans chaque élément de X. Autrement dit, une autre façon de le dire, c'est quand vous avez une famille d'ensembles non vides, vous êtes capable de choisir simultanément, le mot simultanément est fondamental, un élément dans chacun des ensembles non vides. Ça paraît être quelque chose qui va de soi. C'est une proposition qui est indépendante de la théorie des ensembles. Et là encore, vous pouvez faire des mathématiques dans des univers où l'axiome du choix est vrai, et des mathématiques dans des univers où l'axiome du choix est faux. Les mathématiques, encore une fois, ne vont pas être les mêmes, elles vont différer, mais elles vont différer seulement un peu. Bon, il y a des choses que dans votre formation mathématique vous avez rencontrées qu'on appelle à l'axiome du choix. Bon, par exemple, on vous a peut-être raconté un jour qu'il existe des ensembles de réels qui ne sont pas mesurables au sens de Lebesgue. Si vous avez suivi un cours de théorie de la mesure, un cours d'intégration, on vous a peut-être raconté ça, tout n'est pas mesurable. Bon. Eh bien, cette démonstration, si on vous la fait, elle utilise l'axiome du choix. Plus précisément, elle utilise le fait qu'il existe une base du Q espace vectoriel R. On a une base espace vectoriel R sur Q, et on se sert de ça pour fabriquer un ensemble qui, s'il était mesurable, devrait être à la fois de mesure nulle et de mesure non nulle, ou de mesure 1 et de mesure différente de 1, plus. Il y a une démonstration comme ça. Sauf que ça repose sur le fait que tout espace vectoriel admet une base, lequel repose sur l'axiome du choix. Et donc, ce qui se passe, c'est que il y a eu un modèle de construit de l'axiome de R, où non seulement l'axiome du choix est faux, mais en plus, toute partie de R est mesurable au sens de Lebesgue. Ce qu'on appelle le modèle de Solovay. Bon, c'est un peu, bon, ça utilise des techniques un peu sophistiquées, c'est pas un truc qu'on peut lire comme ça, il faut doser, quoi. Bon. Mais enfin, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire, il y a un modèle, toujours sous réserve que la théorie ne soit pas contradictoire. Bon. S'il y a un modèle de la théorie des ensembles, alors il y a un modèle dans lequel tous les ensembles de réels seront mesurables au sens de Lebesgue, ce qui est quand même un peu spectaculaire. Voilà, c'est pas plus que spectaculaire, mais c'est spectaculaire. Bien. Qu'est-ce que je... Oui, donc j'aurais dû mettre simultanément... Il y avait des bouquins là, quand j'étais jeune, où il était affirmé que l'axiome du choix, et c'était quand, étant donné un ensemble non vide, je peux choisir un élément de genre.
Étant donné un ensemble non vide, je peux choisir un élément dedans. Si j'accepte pas ça, j'arrête immédiatement de faire des mathématiques. Non, l'axiome du choix, c'est beaucoup plus fin que ça. Il s'agit de faire une infinité de choix simultanément. C'est la notion de choix simultané. Bien, voilà donc un certain nombre de propositions indépendantes de la théorie de l'ensemble. Donc, encore une fois, le mot que vous rencontrerez le plus souvent, c'est indécidable. Je préfère de beaucoup, c'est beaucoup préférable de dire indépendant. Bien. Oui. Ça veut dire quoi, simultané? Simultané, en même temps. Ça veut dire il y a une fonction. Alors, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire simultané? Ça veut dire il existe une fonction. Donc il y a un objet dans l'univers qui est une fonction, parce que les fonctions c'est aussi des objets divers, c'est des ensembles. Eh bien, il y a une fonction qui va prélever un élément. Alors, on peut exprimer l'axiome en termes de fonction. Pour tout ensemble E, il y a une fonction qui, à chaque partie non vide de E, associe un de ces éléments. Donc c'est ce qu'on appelle une fonction de choix. C'est ça que j'appelle un choix simultané. C'est une façon d'énoncer, c'est facile. D'ailleurs, c'est peut-être comme ça que vous l'avez vu. La façon dont je l'ai écrit était plutôt inhabituelle. Peut-être que vous avez vu ça sous la forme. Peut-être que vous l'avez vu sous la forme de tout ensemble E. Il existe une fonction de choix sur E c'est-à-dire une application phi qui va de l'ensemble des parties non vides de E dans E tel que pour toute partie X non vide de E, eh bien, l'image de cette partie X, c'est un élément de X. Voilà une autre version équivalente à celle que j'ai donnée de l'axiome du choix, et peut-être que vous l'avez vu plutôt sous cette forme-là. Pour vous donner un exemple de fonction de choix, vous pouvez trouver une fonction de choix sur n, l'ensemble des entiers, pas difficile. À chaque partie non vide de n, qu'est-ce que vous allez associer? Son premier élément, puisque l'ensemble des entiers a cette propriété sympathique que toutes ces parties non vides ont un petit élément. Oui. Excusez-moi, ça peut-être un peu de temps, sur l'action du choix, vous pouvez vous préciser un peu plus, parce que je n'ai pas bien saisi l'action de fondation. L'axiome de fondation, ça ne vaut pas la peine. Non, mais on peut. La formulation, voilà, c'est pas la formulation. L'axiome de fondation, je vous dis ce qu'on va l'écrire. L'axiome de fondation, AF pour les intimes, ça me permet de vous donner son petit nom. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour tout X. Si pour tout Y appartenant à X, Y n'est pas vide, si X n'est constitué que d'ensembles non vides. Alors, et si X est non vide lui-même, pardon, et X différent de X. Alors, il existe Z, tel que Z appartient à X, et Z inter X, Z. Donc, chaque fois que vous avez un ensemble X dans l'univers, qui n'est pas vide, c'est-à-dire il y a des éléments qui appartiennent à X, il y en a au moins un qui n'a aucun élément commun avec X. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est tel qu'aucun de ceux-là n'a une flèche qui va vers lui.
enfin, l'énoncé c'est ça, pour tout ensemble non vide constitué d'ensemble non vide, il est disjoint d'au moins un de ces éléments. Parce que s'il y avait des éléments communs avec tous ces éléments, on pourrait continuer. Bon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et ça n'a pas un intérêt fantastique. Puis, de nos jours, l'axiome, encore une fois, l'axiome de fondation est vendu avec le package Zermelo-Frankel. Et bon, c'est un truc technique, c'est nécessaire de dire ça, encore une fois, afin d'éviter des situations du genre X appartient à X. X appartient à X, ça chagrine un peu, à juste titre. On se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire, un ensemble qui appartient à lui-même. Il se trouve que les axiomes que ces braves Zermelo et Frankel avaient mis en place n'interdisaient pas ça, et ça n'apporte pas de contradiction. Bon, mais on s'est dit, voilà, on va éviter ça. Mais c'est même plus que X appartient à X, c'est-à-dire que si on fait une chaîne d'appartenance... Oui, c'est plus que... Non, mais je veux dire, ceux qui heurtent, c'est X appartient à X. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, un ensemble qui appartient à lui-même? Voilà. À partir de... Après, du X appartient à X, il y a le paradoxe célèbre de l'ensemble des... Non, le paradoxe de Russell n'a rien à voir. Le paradoxe de Russell n'a rien à voir avec l'axiome de fondation. Le paradoxe de Russell existait à l'époque qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas axiome de fondation. Le paradoxe de Russell... Il subsiste même en prenant l'axiome de fondation. Ah ben oui. Mais le paradoxe de Russell n'existe... Enfin, si vous voulez, le paradoxe de Russell a fait que les premières tentatives d'axiomatisation menaient à une théorie qui était purement et simplement contradictoire. Alors, j'ai vraiment pas le temps de vous expliquer ça, mais bon, on est arrivé à une situation où il n'y a plus de contradiction. En revanche, l'idée du paradoxe de Russell, ce qui fait fonctionner le paradoxe de Russell, est utilisé pour prouver qu'il ne peut pas exister d'ensemble de tous les ensembles. Évidemment, s'il existait un ensemble de tous les ensembles, cet ensemble s'appartiendrait à lui-même, puisque en tant qu'ensemble de tous les ensembles, il serait obligé, étant lui-même un ensemble, de s'appartenir à lui-même. Mais ceci n'a rien à voir avec l'axiome de fondation. Bon, quelqu'un d'autre voulait... Oui, je suis désolé de ne pas avoir répondu à cette question de façon satisfaisante, mais... Non, mais ce qui me gênait, c'est que je restais sur... Non, mais on verra. On peut discuter après, si vous voulez. Ok, je voudrais terminer, parce que là, il y a une question qui est quand même redoutable aussi. Parce que je ne cesse de vous dire, on peut démontrer à partir des axiomes, etc. Bon, je vais essayer de dire 2 mots. On va écourter la partie échange avec la salle. Ils ont lieu en même temps, c'est ainsi dire. Bon, et surtout que je voulais aussi vous dire un mot d'une autre question petit blanc. Et je vais voir si j'ai le temps. Bon, que veut dire démontrer? Alors en fait, il y a 2 façons d'envisager la notion de démonstration. On peut dire d'une part, d'un point de vue sémantique, une proposition A est démontrable sémantiquement à partir de T, par exemple l'unicité d'éléments neutres à partir des axiomes de groupe abélien ou de groupe. Et conséquence sémantique de T, ça veut dire que A est vrai dans tous les modèles de T, dans tous les groupes abéliens. Okay. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, pour dire l'unicité d'éléments neutres, dans tous les groupes, l'élément neutre est unique. Et puis il y a un point de vue syntaxique, c'est une proposition est démontrable si je peux écrire une démonstration formelle. Pour ça, il faut que je dispose d'un système de preuves, c'est-à-dire un système avec des axiomes et des règles de déduction qui permettent, à partir d'une proposition et de façon complètement mécanique, de dérouler une démonstration. Bon. La notion de démonstration formelle, vous pouvez choisir des systèmes de règles de déduction différents, il y en a plusieurs, et ils conduisent tous au même résultat s'ils sont choisis raisonnablement, ce qui est le cas. Donc on a des axiomes, des trucs qui sont supposés vrais, et puis, une fois pour toutes, et puis on a des règles de déduction. Alors la règle de déduction la plus célèbre, c'est celle que vous utilisez tout le temps, à chaque seconde, et qui consiste à dire si A est vrai et si A implique B. Si j'ai déjà déduit A et si j'ai déduit A implique B, alors j'ai déduit B. Ça s'appelle aussi règle de détachement, et c'est ce qu'on utilise tout le temps. À chaque fois que vous dites A donc B, vous êtes en train de dire A est vrai, mais je sais aussi que A implique B est vrai, donc je peux affirmer B. Bon, c'est la règle fondamentale qui existe à peu près dans tous les systèmes de déduction. Bon, après, il y en a d'autres. Et
donc on a ainsi des systèmes de règles de déduction. Et le théorème fondamental de Gödel aussi, cet homme a fait beaucoup de choses, c'est que ces deux notions de déduction syntaxique et sémantique coïncident. C'est-à-dire que, quelle que soit la théorie T et la proposition A, dans un langage donné, bien sûr, eh bien, A est conséquence sémantique de T si et seulement si A est conséquence syntaxique. C'est-à-dire être vrai dans tous les modèles de la théorie, ou bien être démontrable, c'est-à-dire il existe une suite de formules obtenues par déduction successive, eh bien, c'est la même chose. Qui se termine par A, c'est la même chose. C'est la même notion. Ce théorème-là, ça s'appelle le théorème de complétude de théorème de complétude de la logique de première ordre, et c'est, je pense, le théorème le plus important de la logique. C'est vraiment un théorème tout à fait essentiel, qui a été démontré donc par notre ami Gödel en 1920. Voilà. Bon, une conclusion provisoire qui va être suivie d'autre chose. Bon, c'est que les mathématiques sont incomplètes et on ne veut rien et on ne fait pas ça. On n'arrivera pas, encore une fois, en jouant au jeu de tout à l'heure, on n'arrivera pas à les rendre complètes. En tout cas, pas de façon raisonnable. Alors là, encore une fois, le mot indécidable, je l'ai mis volontairement entre guillemets, puisque je pense qu'il est vraiment très mal choisi. Indécidable, ça réfère à la notion d'effectivité, d'énumérabilité. Il y a une notion d'effectivité derrière qui n'a rien à faire a priori dans la notion d'indépendance. Mais évidemment, les deux choses ne sont pas complètement étrangères. Voilà. Ah, et voilà le dernier sujet, c'est ça dont on entend parler parfois. Qu'est-ce que ça peut bien être que vrai mais pas démontré? Alors, c'est quelque chose qui a l'air un peu mystérieux, parce que, bon, quelque chose est démontrable, c'est vrai. Mais est-ce que quelque chose peut être vrai sans pour autant être démontrable? Donc, c'est encore une fois ce que je disais au début, c'est une question de formulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on arrivait à donner un statut précis à un tel énoncé, ben ça nous arrangerait. Nous, les matheux, on aime bien avoir des énoncés précis qui disent des choses précises. Là, quand on dit vrai mais non démontrable, bon, moi j'ai assisté à des discussions auxquelles participaient des mathématiciens tout à fait éminents, qui avaient du mal. Ben, bon, ça ne change rien à leurs mérites qui sont immenses. Simplement, ils n'ont pas l'habitude de s'occuper de ces choses-là, ils s'en foutent, et bon, ils ont du mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vrai mais non démontrable? Au fond, si vous admettez la pluralité des mondes mathématiques, vous pouvez vous dire, moi, je vis dans un monde mathématique, et dans un univers qui est un des modèles de la théorie des ensembles. Il peut y avoir des choses qui sont vraies dans ce modèle, et qui sont fausses dans le modèle à côté. Autrement dit, ces choses-là qui sont vraies dans mon monde à moi, donc moi je considère comme vraies, eh bien, si ça se trouve, il y a un modèle à côté où elles sont fausses, et du coup, je ne pourrais certainement pas les démontrer à partir des axiomes de la théorie des ensembles. Bon. Oui, seulement, qu'est-ce que c'est que le monde mathématique où moi je vis? Pour moi, ça a un sens très précis, c'est mon monde à moi qui s'est constitué depuis, je sais pas, la maternelle, la crèche, avec les entiers, etc. Je me suis construit mon monde mathématique dans lequel je vis. Bon. Moi, si j'ai envie que dans mon monde mathématique, il y ait l'axiome du choix, il n'y ait pas l'axiome du choix, etc., bon, voilà, je me fais mon monde et je peux me dire, c'est une question tout à fait relative. Pour moi, cette chose est vraie parce que dans mon monde, c'est vrai, mais je sais que chez les martiens, c'est pas comme ça, et bon, bah voilà, du coup, ça ne sera jamais une conséquence de la théorie, ça ne sera jamais un théorème, et donc ça sera vrai, mais non démontrable. Mais tout ça, c'est un peu du blabla. Alors, il y a un exemple concret qui permet de faire que ce ne soit pas uniquement du blabla, et qui est un exemple assez frappant, qui est relativement récent. C'est ce qu'on appelle le théorème de Gutstein. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, certains d'entre vous sûrement. Les suites de Gutstein, c'est des objets un peu bizarres. Vous partez d'un nombre entier, et puis vous écrivez par exemple
son écriture en base 2, c'est-à-dire vous écrivez suivant comme une somme d'un certain nombre de puissance de 2. Bon, et puis vous prenez cette décomposition et vous remplacez partout les 2 par des 3. D'accord? Donc vous obtenez Pardon? En base de 2, il n'y a pas de 3. Excusez-moi, les 1 par des 2. Bon, et donc vous obtenez une écriture, etc. Et vous continuez ce processus-là. Vous obtenez un nouveau nombre que vous décomposez, blablabla. Je n'ai pas le temps de vous décrire, c'est fait. Vous tapez suite de Bootshine sur Internet, vous aurez 1000 références qui vous expliquent comment ça fonctionne. Bon, le truc un peu spectaculaire, c'est que au début, premier pas de ça, vous allez avoir une croissance gigantesque. Vous allez avoir des nombres de plus en plus énormes. Et puis, tout d'un coup, ça va tomber et ça va finir par arriver à 1. Quand ça arrive à 1, c'est fini. L'histoire, le processus s'arrête. Et on a une démonstration que c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que, partant de n'importe quel nombre entier, si vous appliquez cet algorithme, eh bien, vous allez un jour éventuellement éloigné. C'est très spectaculaire. Hein. Vous commencez, il y a un article de Michel Artic sur Internet du projet Klein qui donne l'exemple, qui donne la suite des décompositions. Donc ça part vraiment très très haut et puis ça finit par atteindre 1 au bout d'un nombre considérable. Bon, bref. Alors, la preuve de ce théorème-là est très jolie. Mais donc c'est un théorème qu'on peut, par des codages successifs, exprimer comme une proposition du langage de l'arithmétique. Le langage de l'arithmétique, c'est addition, multiplication, 0, fonction successeur. Bon, c'est quelque chose qu'on peut formaliser facilement dans la théorie des ensembles. Et donc, la démonstration de ce théorème, c'est une propriété, une proposition de l'arithmétique, et sa démonstration se fait à partir des axiomes de Zermelo-Frankel, en utilisant la notion d'ordinal, c'est-à-dire en utilisant des choses qui sont plus fortes que l'arithmétique. Donc on passe au-dessus, on passe vraiment à la théorie des ensembles. Et on utilise cette notion d'ordinal, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a eu un exposé, où c'est expliqué très bien, un exposé dans les conférences de la BNF par Patrick Dehornoy, il y a peut-être 3 ans, je ne sais plus, où il raconte ça remarquablement, il donne la preuve, comment on fait cette preuve avec les ordinaux. Bien. C'est un peu, ne donnez pas ça à vos élèves, mais enfin, en s'accrochant un peu, donc vous avez une preuve mais ce n'est pas une preuve à partir des axiomes de Peano, puisque ça invoque des notions qui demandent plus que les axiomes de Peano. Eh bien, des logiciens anglais qui s'appellent Paris et Kirby ont démontré dans les années 80 que ce théorème-là ne peut pas être démontré avec les seuls axiomes de Peano. D'accord? C'est-à-dire que si vous limitez aux axiomes de Peano, c'est-à-dire aux axiomes de l'arithmétique, ce théorème de l'arithmétique, cette proposition arithmétique n'est pas démontrable dans l'arithmétique. Bon. Cependant, elle est vraie. Elle est vraie parce que, en invoquant des outils plus forts, c'est-à-dire en sortant du cadre de l'arithmétique et en allant dans le cadre de la théorie des ensembles, donc en invoquant des axiomes plus forts que l'arithmétique, eh bien on a une preuve de ce théorème de Bootshine. Et donc ce théorème, par excellence, mérite le nom de proposition vraie mais non démontrable. C'est une proposition de l'arithmétique qui est vraie en ce sens, évidemment, elle est vraie à condition d'accepter que l'arithmétique habite dans le monde de la théorie des ensembles. Bon. Mais ça, c'est quelque chose d'assez raisonnable. Et même, d'ailleurs, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Et donc, c'est vraiment une propriété vraie, personne ne conteste ça, d'ailleurs, quand on fait tous les essais montrent que ça marche. Bon. Donc c'est vrai, mais on n'en a pas de preuve à partir des axiomes de Peano, c'est-à-dire des axiomes de la théorie dans laquelle la proposition est écrite. Il faut passer à la théorie des nombres. Et là, on a un exemple parfait, et d'un truc qui nous parle, parce que les axiomes de cohérence de T de Gödel, personne n'y comprend rien. Voilà, ça ne développe rien, ça a l'air d'une construction purement artificielle, alors que le théorème de Bootshine, c'est tout à fait palpable. Voilà. Et ça, le théorème de Bootshine, c'est un exemple de propriété vraie mais non démontrable. Donc, là, en tout cas, le bon outil quand on a soit
pas décidable, ni vrai ni faux, ni prouvable, ni infirmable, etc., ni prouvable, ni réfutable, ou alors quand on a des trucs du genre vrai mais non démontrable, vraiment, le bon outil, il me semble, pour comprendre ça, c'est celui d'admettre qu'on n'a pas un monde mathématique unique, mais on a plein de mondes mathématiques, à condition qu'il y en ait un, hypothèse qui n'est pas déraisonnable. Je suis inquiet parce qu'il y a une diapo de plus. Ah, c'est la bibliographie, très bien. Gutstein, G2OD-STEIN. Gutstein. Bon, alors je suis désolé de faire de l'autopromotion, mais enfin, on a essayé d'écrire un peu de façon, j'espère, accessible dans les chapitres 6 et 7, à la fois les histoires d'arithmétique de Peano, l'arithmétique de Peano, l'indécidabilité, théorème de Gödel, c'est le chapitre 6, et les actions de la théorie d'ensemble, c'est le chapitre 7, dans Ascar. Et alors, Krivine, c'est les preuves d'indépendance de l'axiome du choix, d'indépendance de l'hypothèse du continu. Bon, le livre de Krivine, surtout dans sa deuxième partie, peut être considéré comme un peu difficile, mais c'est quand même... il y a, dans le Krivine, il y a aussi la description du modèle de Solovay où tous les ensembles de lettres sont mesurables, mais je ne voudrais pas vous faire de la publicité mensongère. Il faut quand même l'avaler ce bouquin. Mais la première partie est tout à fait lisible. La première partie avait été d'ailleurs 30 ans avant un énorme succès dans la petite collection PUF. Il a fait un nombre d'exemplaires, il a vendu un nombre d'exemplaires absolument faramineux et ça a été traduit en une dizaine de langues. Il y a un exemplaire de théorie d'ensemble en cerveau-courant. Ça s'appelait à l'époque théorie axiomatique des ensembles. Maintenant, c'est devenu un bouquin chez Cassini depuis 1998. Je vous signale que Cassini a un stand lors de ses journées, et donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur ce bouquin, ça y est, il est possible que le mien soit chez Présence du Lot. Mais en tout cas, c'est des références. Alors il y a des tas d'autres références, en particulier en anglais. En français, il y a ces deux-là. Pardon ? C'est le même que celui du que sais-je ou il est... Ah ben non, ça a été doublé d'une deuxième partie. Dans celui du que sais-je, il n'y avait pas la preuve de l'indépendance de l'hypothèse du continu. Il y avait la preuve seulement du fait qu'on ne pouvait pas l'infirmer, mais pas qu'on ne pouvait pas l'infirmer, mais pas qu'on ne pouvait pas la prouver. Il faut vous dire que l'hypothèse du continu, l'indépendance a été prouvée en deux étapes. La première étape, c'était la fin des années 30, 1939, je crois. C'est encore Gödel. Alors Gödel a prouvé que on pouvait supposer l'hypothèse du continu sans que ça apporte de contradiction. C'est-à-dire qu'elle n'était pas en contradiction. C'est-à-dire que s'il y avait un modèle de la théorie d'ensemble, il y en avait un où l'hypothèse de continu était vraie. Mais ça n'excluait pas qu'elle soit vraie partout. Et c'est 25 ans après, donc en 1963, que Paul Cohen a démontré qu'elle était vraiment indépendante, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas non plus prouver qu'elle était vraie. Gödel a montré qu'on ne pouvait pas prouver qu'elle était fausse, et Cohen a montré 25 ans plus tard qu'on ne pouvait pas prouver qu'elle était vraie, et donc elle a acquis à ce moment-là ce statut d'indépendante. Oui. Juste une question, est-ce que la suite de Syracuse, c'est le même genre de traitement que La suite de Syracuse, je crois que c'est moins compliqué, ça n'invoque pas la théorie de je suis pas sûr. Est-ce que c'est toujours indécidable? Est-ce que ce serait indécidable ou non? Je ne sais pas, j'ai peur de dire des bêtises, donc je ne dis rien. Oui. Au début, tu as dit que l'objectif de logique, c'était de faire des objets mathématiques ou extra-mathématiques ou mathématiques, des objets mathématiques. Ma question c'est, nous comme professeurs de mathématiques, on devient professeurs d'informatique et on va travailler en modélisation avec des professeurs de physique qui ont d'autres logiques. Donc la question, est-ce qu'on peut traiter les objets mathématiques avec des logiques autres que la logique mathématique? Et est-ce que ça déplace les frontières de ce qu'est le mathématique, l'extra-mathématique et le métamathématique? Merci Richard. Non, je ne sais pas, je suis totalement incompétent pour répondre à cette question. Je ne sais pas. Pour moi, moi je suis mathématicien, je pense quand même que
parler de logique différente entre le prof de physique et le prof de maths ou le prof d'éducation physique ou le prof de dessin, ça n'a pas grand sens quand même, pour exagérer. Je veux dire, nous ce qu'on essaye de... Si on arrivait à transmettre un minimum de bon sens, déjà, ce serait pas mal. Non mais là, le cadre logique ici, je crois que c'est celui qui s'impose raisonnablement à toute personne Parce que ce qui est de bonne foi, enfin c'est pas... Ce qui est vrai pour un physicien ou un informaticien n'est pas toujours... Non, je suis d'accord, mais... La vérité selon les disciplines, elle dépend du statut de la preuve. Voilà, ça c'est totalement différent d'une discipline à l'autre, d'une école à l'autre. Oui, mais D'une alors... religion à l'autre. Non, mais c'est la logique mathématique, c'est ça qui est derrière. Oui, il y a une logique. Oui. Non, mais on peut... Évidemment, il y a des différences. Par exemple, bon, tu sais qu'il y a ce qu'on appelle la logique intuitionniste versus la logique classique. Bon, il y a des différences, etc. Mais ça, c'est pas un détail du tout, mais c'est un truc philosophique et ça change pas. Bon, je sais pas. Moi, si j'avais des élèves en lycée, je leur ferais à coup sûr la preuve du célèbre énoncé qui dit qu'il existe deux nombres irrationnels A et B, tels que A puissance B soit rationnel. Vous connaissez ça? Oui. C'est une très jolie preuve parce que c'est une preuve typiquement non effective, c'est-à-dire que vous prouvez qu'il existe... vous connaissez tout ça ou non? Il existe deux irrationnels A et B, tels que A puissance B soit rationnel. Il existe A, il existe B dans Q, tel que A à la puissance dans Q étoile plus. Non. Dans R. Et puis, enfin, positif. Tel que A puissance B soit rationnel. Et donc, la preuve est très facile, c'est la suivante. Vous prenez racine de 2 à la puissance racine de 2. Alors ça, c'est deux irrationnels. Et vous vous dites qu'il y a deux cas. Premier cas, s'il appartient à Q, j'ai gagné. Et sinon, il est irrationnel. Je l'élève à la puissance racine de 2 et j'ai gagné de nouveau parce que ça marche. Et donc, vous avez, soit vous avez ici un irrationnel puissance un irrationnel qui donne un rationnel, soit ça donne un irrationnel, et à ce moment-là, élevé à la puissance racine de 2, ça donne un rationnel, et donc vous avez un irrationnel puissance un irrationnel qui donne un rationnel. Donc, vous avez prouvé que cet énoncé-là est vrai, mais sans savoir, un intuitionniste n'accepte pas ça, parce qu'il n'a pas vu deux irrationnels tels que vous lui avez fait une démonstration par cas, et a priori vous ne savez pas. Alors en réalité, on sait, je crois que c'est connu, que on est dans le deuxième cas. C'est que racine de 2 puissance racine de 2 n'est pas rationnel, mais je suis bien foutu de le prouver. Je ne suis même pas complètement foutu, il me semble. Mais a priori, la preuve vaut, même si on ne sait pas. Il faut que j'arrête, c'est ça? Voilà. Merci. Je répondrai au bout d'un temps fini, mais non borné, à tout message que vous voudrez bien m'adresser. Je vous signale autre chose, c'est que cet après-midi, au stand Cassini, dont je vous parlais tout à l'heure, l'éditeur de Krivine, c'est aussi l'éditeur de Daniel Perrin, Mathématiques d'école, qui est un livre absolument formidable. Et comme nous avons à la fois l'éditeur et l'auteur présents à ces journées, eh bien Daniel va faire une séance de signature de ce bouquin à partir de 10h15 cet après-midi, en début d'après-midi.